Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Être parent, c'est crier stop au bon moment, enseigner la gestion de la frustration, faire confiance, c'est tout ça à la fois et bien plus encore. Dans un contexte éducatif en constante évolution où les modèles de transmission se transforment et où les injonctions à la perfection pèsent autant sur les parents que sur les enfants, la question se pose, faut-il réinventer l'éducation ? Pour réfléchir à ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Rangad, conseiller conjugal et familial. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petite présentation de notre intervenant du jour par Solveig Dup, délégué général du Courant pour une écologie humaine. Benoît, vous avez commencé votre carrière dans l'industrie, où vous avez passé 17 ans en tant que, pour résumer, cadre commercial, avant de vivre une reconversion à 360 degrés pour devenir ce qui nous fait vous inviter aujourd'hui finalement, c'est-à-dire conseiller conjugal et familial. Par ailleurs, vous êtes très engagé depuis presque 10 ans maintenant au sein de l'AFM Téléthon, que vous vice-présidez aujourd'hui. Pour l'info qui nous concerne un petit peu plus, plus personnelle peut-être, vous vivez en famille recomposée, vous avez 8 enfants au total, dont Nicolas, qui va bientôt avoir 23 ans et qui est atteint de myopathie et d'une sclérose en plaques. Et également beaucoup d'autres, dont certains, vous nous l'avez confié, qui vous ont donné un petit peu de fil à retordre à l'adolescence. Voilà. Alors tout cela fait de vous aujourd'hui un spécialiste vraiment de la relation humaine dans des univers très différents, ce qui vous permet de ne pas rester à la surface des choses, mais vraiment d'entrer dans leur complexité. Merci d'être avec nous, Benoît Rangad. Alors dites-nous, quel est le contexte éducationnel aujourd'hui ? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet est dans l'air du temps. On ne compte plus les articles dans la presse grand public comme dans la presse spécialisée sur les difficultés de l'éducation, les enfants insupportables, les enfants tyrans et j'en passe. Il y a également beaucoup de livres qui ont été publiés par des grands spécialistes, dont certains ont été cueillis par vous d'ailleurs, je pense à Didier Pleu, sur ce genre de questions. Et ça va même jusqu'à inspirer les humoristes. Vous connaissez certainement le sketch de Florence Foresti sur la maman parfaite, ou encore le sketch de Karim Duval, comment éduquer son enfant en mode start-up. C'est dans l'air du temps, et puis en même temps, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de franchement nouveau, puisque éduquer des enfants, ça remonte quand même à l'époque où il y avait des enfants, c'est-à-dire longtemps. Ce ne sont pas tellement les enfants qui ont changé, mais plutôt les parents. Déjà, la famille d'aujourd'hui ne ressemble plus à celle d'hier, et ça, c'est un changement qui est assez récent. Aujourd'hui en France, 65% des enfants naissent hors mariage. Vous avez encore à peu près 68% qui vivent dans des familles dites traditionnelles, donc la famille traditionnelle n'est pas morte, hein. En revanche, vous avez 20% des enfants qui vivent dans des familles monoparentales et 11% qui vivent dans des familles recomposées. Ce n'est pas forcément les chiffres que vous aviez en tête, vous pensiez que c'était peut-être davantage, mais les familles peuvent recomposer parfois après le départ des enfants. Là, je regarde simplement la situation des enfants eux-mêmes. Donc le premier changement, il est sociétal, et je parle simplement de la France ici, mais c'est une tendance qu'on voit ailleurs dans le monde développé. D'autre part, il y a également un grand changement dont peut-être vous ne prenez pas toujours conscience. C'est que ce qui fait famille est quelque chose qui a changé de manière fondamentale sur les 150-200 dernières années. On a inventé le mariage d'amour. Le mariage d'amour, c'est une invention très récente qui remonte au 19e siècle et qui a vraiment pris forme aujourd'hui. Et les parents d'aujourd'hui sont les enfants du mariage d'amour. Donc, ils ont été éduqués dans d'autres principes que ce qui pouvait précéder. Ce que je voudrais dire peut-être pour dire que les choses sont plus complexes, sans rentrer trop dans les détails sur des complexités évidentes que vous connaissez comme moi, le monde est plus difficile, les métiers ne sont pas forcément ceux des parents, les écrans introduisent des biais importants. Je n'élabore pas parce que ça pourrait nous emmener très loin, mais je voudrais dire aujourd'hui que ce qui fait la grande complexité et ce qui introduit tout le reste, c'est que finalement, autrefois, c'était le couple qui faisait la famille. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'enfant qui fait la famille davantage que le couple. Un grand thérapeute, Robert Neuburger, a dit que le couple avait quitté la famille à notre époque. Je trouve que l'expression est heureuse parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire et pourquoi, quelque part, le paradigme a changé. Et dans ce sens, oui, aujourd'hui, je crois
l'éducation est plus complexe qu'hier, pas seulement pour des raisons d'environnement, mais également parce que ce qui fait famille aujourd'hui n'est plus la même chose qu'hier. Il y a deux choses qui me paraissent différentes. C'est d'une part la place du père qui n'est pas la même qu'hier, et d'autre part la rapidité des changements sociétaux auxquels on fait face et qui font que aujourd'hui peut-être plus que jamais, l'expérience des parents n'est pas pertinente en ce qui concerne les enfants. Mais bon, la question de l'éducation en tant que telle, si vous remontez à l'éthique à Nicomaque ou au Télémaque de Fénelon, n'est pas une question nouvelle. C'est quelque chose qui nous habite depuis très longtemps. En revanche, Montaigne avait perdu un certain nombre d'enfants en bas âge, mais il ne savait pas exactement combien. Et le fait qu'il ne sache pas combien n'avait rien à voir avec ses compétences mathématiques, mais avec l'importance qu'il accordait à ses enfants. Dit autrement, l'éducation, notamment à la petite enfance, était l'affaire de la mère, et il fallait attendre que l'enfant ait un certain âge pour que le père s'en préoccupe un petit peu. Donc ça a changé. L'équipe parentale n'est pas ce qu'elle était autrefois. Et les parents éduquent leurs enfants, alors qu'autrefois, on confiait facilement les enfants en nourrice. Donc il y a des choses qui ont fondamentalement évolué. Sur le contexte, il y a un challenge qui est important dans la mesure où, en grande partie, c'est difficile pour nous de comprendre le monde dans lequel nos enfants grandissent. Leur rapport au monde, leur rapport à la sexualité, leur rapport aux amitiés hommes-femmes, par exemple, sont des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on a pu connaître à notre époque et qui me posent aujourd'hui question, bien qu'a priori je sois normalement équipé pour pouvoir y répondre. Et puis même pour les enfants, c'est quelque part quelque chose de complexe. Qui d'entre vous, je ne sais pas quel âge vous avez autour de cette table, n'a jamais entendu ses enfants lui dire OK boomer, par exemple? Ou encore les miens, alors qu'ils étaient encore préadolescents, venant me voir en me disant mais papa, comment tu faisais? Comment je faisais quoi? Oui, comment tu faisais quand tu avais notre âge? Bah, je comprends pas ta question. Comment je faisais quoi? Oui, quand il n'y avait pas Internet. Ah, bah voilà. Bah écoute, je jouais au ballon dans la cour avec mes amis, je lisais des livres et crois-moi, je m'occupais beaucoup. Nos enfants ont parfois du mal à imaginer ce qu'a pu être notre vie dans un monde qui leur paraît complètement antédiluvien. Donc dans ce sens-là, oui, on a changé d'une époque où l'éducation relevait d'une relative répétition à l'identique, du semblable, avec des différences relativement faibles d'une génération à l'autre. Ça, oui, c'est très différent. Alors vous qui êtes un spécialiste de l'éducation, Benoît Rangade, quels sont vos conseils pour devenir un parent parfait? Tout se passe comme si on était tiraillé entre deux extrêmes, et vous allez peut-être vous reconnaître dans les deux, d'une certaine manière, parce qu'on a tous cette tendance. D'une part, entre un besoin de réinventer l'autorité, de réétablir l'autorité parentale, pas au sens juridique, mais au sens pratique du terme. On parle beaucoup de manque d'autorité, de ce genre de choses, d'une part. Et d'autre part, de ce qu'on appelle l'éducation positive ou éducation bienveillante, comme si on avait une qui ne l'était pas par parenthèse, mais ça c'est autre chose. Donc on a cette espèce de tension entre les deux qui fait que quelque part, on se dit, il doit bien y avoir une solution, une recette pour être des parents parfaits. Alors que finalement, ce qui fait que l'on est parent, c'est notre patte humaine, c'est beaucoup de choses dont on n'est pas forcément conscient et qui vont nous amener à prendre un certain nombre de décisions. Et on éduque finalement non pas avec une méthodologie comme on pourrait faire dans un processus industriel, mais on éduque avec ce que l'on est et avec aussi ses propres faiblesses. Aujourd'hui, tout se passe comme si les parents voulaient protéger les enfants de la vie même. Ils deviennent des parents hélicoptères, pour reprendre une expression de Bruno Imbeck. C'est-à-dire que les parents vont être extrêmement attentifs à l'environnement de leurs enfants pour les amener à réussir du point de vue des parents. Donc tout se passe comme si, dans notre époque, nous avions une injonction à la perfection. Donc les parents parfaits veulent aussi avoir des enfants parfaits. Ils ont un souci de l'excellence dans l'ensemble des domaines de leur vie, professionnelle comme personnelle. Et donc ils vont avoir une approche très professionnelle de l'éducation. Dans un sens, cet investissement est positif et souhaitable. Dans un autre, la pression que ces enfants de l'amour vont recevoir de parents extrêmement exigeants va être quelque chose d'extrêmement lourd et difficile. Et les enfants n'auront pas toujours le caractère ou la capacité à se défaire de cette pression. Et tout se passe comme si on n'avait pas simplement des enfants, mais un projet parental comme on peut avoir un projet professionnel. On se projette beaucoup sur ses enfants. Alors que finalement, pour reprendre la phrase d'un pédopsychiatre anglais d'il y a quelques années, Donald Winnicott, ce qui est important, c'est d'être des parents suffisamment bons. Certainement pas parfaits,
mais suffisamment bons? Saurons-nous nous résoudre à être juste, tout simplement, suffisamment bons? Est-ce qu'il est possible du coup, malgré ces nombreuses imperfections et failles des parents, de permettre à leur enfant d'épanouir ses qualités et différences? Et si oui, alors comment faire? Comment savoir quelle éducation sera la plus juste et adaptée? Accepter d'être suffisamment bon, ce qui est la première règle. La seconde, peut-être, serait de renoncer à tout contrôler. Pas parce que c'est mal de contrôler, mais parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas imaginer combien nous pouvons nous faire d'illusions sur ce que nous croyons que nos enfants sont, notamment quand ils arrivent à l'adolescence. Nos chers petits ne sont pas forcément les petits anges que nous croyons. Je l'ai vécu un certain nombre de fois. Je ne vous donne pas d'exemple, et ça pourrait nous emmener beaucoup trop loin là encore, mais nos enfants ne sont pas ce que l'on croit. Ils jouent avec nous un certain rôle avec certains masques qui correspondent aux attentes que l'on peut avoir pour eux, mais ils ne sont pas ce que l'on croit. Et à partir de l'adolescence, il se développe chez les enfants, et c'est normal et c'est souhaitable, quelque chose que l'on pourrait appeler un territoire de l'intime, c'est-à-dire non pas simplement ce qu'ils pensent, mais également leur chambre, leur intimité, leur contact, leur relation avec leur groupe de pairs à l'extérieur. Et à peu près vers ce moment-là, l'influence du groupe de pairs va prendre le pas sur l'influence parentale. Et ça, c'est quelque chose que non seulement on ne peut pas contrôler, mais qui est souhaitable. Ça fait partie de l'émancipation progressive des enfants et ça leur permet de devenir eux-mêmes. Donc renoncer à tout contrôler. La troisième chose, c'est d'arriver à établir une relation de confiance. Alors c'est facile à dire, et la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à définir. Parce que la confiance, ça se construit pas à pas, mais c'est facile de la casser. Et l'injonction perpétuelle à l'excellence n'est pas de nature à établir cette confiance. Alors on peut le dire de manière simple en disant que les parents doivent enseigner quelque chose qui soit à peu près congruent avec ce qu'ils sont. Donc s'il y a une incongruence entre la parole et le comportement, c'est ennuyeux. On peut le dire de manière un petit peu plus complexe en essayant de définir la confiance comme une composante de 4 paramètres, 3 au numérateur et 1 au dénominateur. Au numérateur, la confiance est une composante de la crédibilité. Ce que vous dites est fiable et crédible. Vous avez une connaissance que les enfants vont admettre. De la fiabilité. Ce que vous faites est congruent avec ce que vous dites, et on peut s'appuyer dessus, et de l'intimité. Comment vous construisez votre propre intimité avec vos enfants, parce que ça ne se décrète pas. Vos enfants ne vous diront jamais tout, mais vous pouvez établir une relation telle qu'ils vont pouvoir vous utiliser comme recours le jour où ils en auront besoin. Mais renoncez à l'idée qu'ils vont tout vous dire. Ce n'est pas forcément possible, et ce n'est pas forcément souhaitable. Et enfin, un dernier point, donc au dénominateur cette fois, c'est ce qu'on appelle, comment dire, le fait que ce que vous faites pour les enfants soit vraiment pour eux et pas pour vous. On demande quelquefois aux enfants de faire des choses pour nous et pas pour eux. On souhaiterait qu'ils deviennent médecins parce qu'on est médecin dans la famille, mais ce souhait-là n'a rien à voir avec eux, mais avec nous. Et c'est parfois très difficile au fond à détricoter parce qu'on pense vraiment que c'est pour leur bonheur. Mais arriver à faire en sorte qu'ils puissent devenir ce qu'ils sont, tels qu'ils le souhaitent, indépendamment des projets que nous, on pourrait avoir pour eux. Je vous propose encore 2 sujets qui peuvent être intéressants. Le premier, repérer l'évolution des cycles de vie. Un enfant de 17 ans n'est pas un enfant de 12 ans. Ce qui a marché à 12 ans ne marchera pas à 17. À 17 ans, mettez-vous dans la tête que l'éducation est faite, pour l'essentiel. C'est trop tard si vous voulez infléchir la course, les choses sont lancées. Vous êtes en train de préparer le départ de l'enfant du nid familial et donc vous préparez un changement de cycle de vie, ce qui va fondamentalement changer les rapports que vous aurez avec vos enfants. Et puis peut-être aussi un message pour les grands-parents, vous n'êtes pas chargé de l'éducation de vos petits-enfants. Mettez-vous à la bonne place, établissez une complicité, vous en serez beaucoup plus heureux. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir peur des crises et comment faire pour surmonter ces crises familiales? Il y a des crises qui sont naturelles dans une vie. Le fait de se mettre en couple fait crise parce qu'il faut s'adapter à la vie de l'autre. L'arrivée du premier enfant fait crise parce qu'on n'est plus juste un couple. Il y a un tiers dont il faut prendre compte et les comportements vont changer. Le départ des enfants de la famille fait crise également. Et ces changements de cycle de vie se préparent, se parlent, on met des mots dessus, et on ne les subit pas. Mais ils vont arriver. On va rencontrer des crises dès lors qu'on est en famille. Si vraiment la crise devient difficile, avoir un regard extérieur compétent peut être utile. Donc, vous pouvez faire appel soit à un conseiller conjugal, soit à un thérapeute familial.
Assurez-vous qu'il ait les compétences et la légitimité requises parce que ce sont des titres qui ne sont pas protégés. Mais même quand on ne va pas mal, le fait de faire appel à un regard extérieur peut être de nature à améliorer les liens. Ce ne sont pas des psychologues, hein, ce ne sont pas des médecins du psychisme, ce sont des médecins de la relation. Un conseiller conjugal et familial va travailler sur la relation entre les différents membres de la famille. Parlons maintenant un peu du couple et des héritages familiaux. Donc ce sont parfois des enracinements qui vont aider à grandir, mais pas toujours malheureusement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout couple est un couple interculturel. Donc avant même de parler des héritages potentiellement néfastes de la famille, simplement le fait de s'ajuster aux façons de faire de l'autre famille est quelque chose qui va demander des ajustements. Je prends un exemple qui m'est proche puisque c'est le mien. Dans ma famille, on verbalise beaucoup les choses. Et donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que ça soit dit. Et quand quelqu'un a un truc qui ne va pas, les autres vont le voir et lui demandent de s'exprimer. Dans la famille de ma compagne, c'est l'inverse. On respecte le silence. On ne verbalise pas tout. Quand quelqu'un ne va pas bien, on attend qu'il veuille revenir. Et quand il revient, ne lui demande pas d'explication. Vous comprenez bien que dès lors qu'il y a des règles de vie totalement opposées, ça peut poser des difficultés à un moment ou à un autre. Ça n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup. Et donc, il faut simplement comprendre que les familles ont des règles de vie, des principes, pas forcément explicités, et que dès lors que l'on se met en couple, dès lors que l'on vit à deux, on a en arrière-fond tout ce qui a pu se passer dans la famille d'origine. On peut dire que quelquefois, c'est un peu psychanalytique comme approche, il y a beaucoup de monde dans le lit conjugal. Là, c'est simplement sur le fait de faire couple. Après, quand on a des enfants, c'est encore une autre paire de manches et effectivement, on est pris par des influences. Par exemple, on a été dans une famille où l'un des parents était violent, on va avoir à cœur de ne pas l'être du tout, au risque de ne pas l'être assez, et de ne pas comprendre que l'agressivité, à un certain niveau, est aussi une compétence, et pas simplement une violence. À un certain niveau, tous, bien sûr. Et puis enfin, il y a différents types de familles. Dans mon cas, c'est la famille recomposée, d'autres sont en famille monoparentale. Et là, ce n'est pas simplement une question de transmission par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est le fait d'être dans un schéma familial qui n'est pas dit traditionnel, qui crée aussi un certain nombre de difficultés. En dernière analyse, ce n'est pas une recette non plus, mais il faut se dire que, quelles que soient les loyautés que l'on peut avoir par rapport à sa famille d'origine, il est important d'opérer ce que Nicole Prieur appelle les trahisons nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir se séparer sans rompre, arriver à trouver son autonomie par rapport aux principes de vie de sa famille d'origine, mais construire ses propres principes selon ce que l'on pense être bon dans la vie, sans pour autant casser les liens avec la famille d'origine. Selon vous, qu'est-ce qu'une éducation réussie? Une éducation réussie, c'est une éducation dont on se dit, une fois qu'elle est terminée, qu'elle a été réussie parce que le résultat est bon. Mais on oublie tous les moments où ça aurait pu très mal se passer. Je crois qu'il faut être très humble par rapport à ça, parce que l'idée d'un bon parent, c'est de permettre aux enfants de devenir ce qu'ils sont profondément, mais qu'il n'y a pas de recette assurée, comme on l'a vu, il n'y a pas de rapport de causalité binaire, c'est plus complexe que ça, et il y a une part de chance là-dedans. Il y a une part de chance. Je vais vous donner peut-être un exemple, et qui est un résultat positif, mais qui aurait pu ne pas l'être. Mon fils aîné, pour différentes raisons, était un garçon extrêmement agité, intelligent, vif, incapable d'ennui, mais au point que ça en devenait maladif, c'est-à-dire que 10 secondes sans rien était difficile à vivre pour lui, et qui comptait sur les autres pour fournir des occupations qu'il ne trouvait pas par lui-même. C'était donc, le moins qu'on puisse dire, passablement agaçant. Donc il fallait le saturer en permanence pour que ça tourne et qu'il ne vienne pas nous enquiquiner. Et cela adossé à un niveau de violence intérieure très important. La difficulté a été de l'accompagner pendant toute la vie dans ce domaine. Et aujourd'hui, il a 30 ans, il est marié, c'est un garçon qui travaille dans un cabinet de conseil, qui est parfaitement calme et qui est perçu par ses pairs comme étant égal d'humeur. Je vous garantis qu'à l'intérieur, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vu. C'est une réussite parce qu'il aurait pu le casser à un moment donné. J'aurais pu le briser, ou il aurait pu se suicider. Je pense que l'idée lui a traversé la tête. Et auquel cas, on aurait dit, l'éducation n'a pas été réussie puisque le père n'a pas su empêcher telle et telle chose. Et à probablement 20 ou 30 reprises, je n'étais pas là pour empêcher le pire si ça devait arriver. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La chance est là, la providence,
vous l'appelez comme vous voulez, mais il se passe des choses qui nous dépassent. J'ai envie de prendre une métaphore qui m'est inspirée aussi par ma vie de père et qui résume pour moi assez bien ce que je pense de l'éducation. La scène se passe dans un petit village du Luberon, un joli village comme vous les connaissez peut-être. La rue est en pente, on se promène avec les enfants en marchant, et puis comme la rue est en pente, ma fille de 5 ans trouve spirituel de se mettre à courir dans la descente. C'est calme, il n'y a pas un bruit, je la regarde courir, et puis quelque part, quelque chose en moi, une intuition, mais quelque chose de parfaitement irrationnel parce qu'il n'y a pas de bruit, je n'entends rien. Je me dis, il y a une route en bas, elle va arriver, elle ne va pas pouvoir s'arrêter. S'il y a une voiture qui passe, elle va se faire renverser. Tout ça, je ne me le dis pas de manière explicite, mais a posteriori, c'est comme ça que je réagis. Donc j'ai cette espèce de prescience qu'il pourrait y avoir un accident, et je hurle à ma fille, stop. Je ne vous le fais pas avec le ton parce que on est entre nous. Elle s'arrête net, juste avant la route, et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe en trombe. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié stop. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu quoi que ce soit de sensible, mais j'ai crié stop et ma fille aujourd'hui est en vie, Dieu merci. Donc je pense que l'éducation, c'est un peu ça. Vous avez vos intuitions personnelles, il y a un certain nombre de facteurs environnementaux que vous ne contrôlez pas, il y a la vie de votre enfant que vous ne contrôlez pas à partir d'un certain moment, et vous faites ce que vous pouvez le mieux possible. Aujourd'hui, on est tiraillé entre deux extrêmes, réinventer l'autorité parentale et favoriser l'éducation dite positive. Comment trouver le bon équilibre, Benoît Rangade? Je pense que l'éducation positive a apporté un contrepoint souhaitable à un mode d'éducation un petit peu trop autocratique et a rendu impensable la violence qu'il pouvait y avoir auparavant et qui était quelque chose de parfaitement ordinaire. Je me souviens que chez moi, quand j'ai été élevé, il n'y avait pas d'éducation positive et papa avait un martinet dont il ne faisait pas forcément un usage considérable, mais il avait quand même une force dissuasive importante et il l'a quand même utilisé quelquefois. Aujourd'hui, si vous entendez parler de parents qui ont un martinet chez eux et qui l'utilisent sur leurs enfants, il y a quelque part quelque chose en vous qui se raidit en disant ça n'est pas possible, c'est absolument impensable, il faut que les enfants appellent le 119. Bon, donc les temps changent. De ce point de vue-là, l'éducation positive, qui vient d'un courant plus large de psychologie positive, Carl Rogers, etc., a eu une influence correcte. Là où ça pose des difficultés, c'est quand on pousse la logique à son terme et qu'on finit par vouloir être à la disposition des ressentis et des désirs des enfants, quelquefois avant même qu'ils aient des désirs corrects. Quand vous demandez à votre petit garçon ou petite fille d'un an et demi si elle préfère une glace à la fraise ou une glace au chocolat, a priori, elle ne sait même pas la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, vous la mettez face à une situation qui peut être angoissante, d'une certaine manière. Mais même un petit peu plus tard, lorsque vous voulez laisser les enfants prendre un pouvoir alors qu'ils ne sont pas en mesure d'en assumer la responsabilité, vous les mettez en situation de devenir les organisateurs des relations dans la famille, alors que ce n'est pas leur rôle. Et vous les laissez devenir l'emmerdeur qu'ils ne sont pas. Votre rôle en tant que parent, c'est de les empêcher de devenir l'emmerdeur qu'ils ne sont pas. Pardon pour le terme, mais parfois c'est bien celui-là qu'on a en tête. Il y a sûrement autour de cette table des gens qui adorent Caroline Goldman et d'autres qui adorent Isabelle Filiosa. Donc je ne vais pas prendre parti dans un débat qui, à mon avis, s'est radicalisé et qui pose des difficultés. En fait, ce que dit Caroline Goldman, assez largement à juste titre, mais de manière parfois un petit peu abrupte, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on a été trop loin dans l'éducation positive et qu'il faut ramener un petit peu d'autorité et des limites parce que l'éducation, c'est aussi apprendre à respecter les règles, apprendre à respecter un cadre, parce que c'est ce qui va permettre d'intégrer la vie sociale. Sur le fond, c'est vrai. Sur le fond, c'est parfaitement justifié. En fait, l'éducation positive a construit les choses de telle sorte que la contrainte, finalement, était quelque chose de néfaste pour l'enfant et qu'il fallait essayer de lever au maximum les contraintes pour lui permettre de s'exprimer, etc., etc. Or, la contrainte fait partie de la vie. Et bien, à un moment donné, il va falloir l'apprendre quand même. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'intégration de la loi. Si la loi c'est moi, ça va vite poser des difficultés, surtout face à d'autres individus qui vont penser la même chose d'eux-mêmes. Or, mettre en place des contraintes est non seulement souhaitable mais éducatif parce que ça vous apprend
quelque chose d'absolument horrible pour les enfants parce qu'ils ont un sens de la justice absolument démesuré. Ils vont apprendre que le monde est injuste. Ils vont apprendre qu'on ne peut pas avoir tout de suite et que non seulement ça n'est pas souhaitable d'avoir tout de suite, mais qu'en plus il y a un réel plaisir à attendre. On est juste avant Noël, hein, ça tombe bien. Vos enfants ne vont pas se précipiter sur les cadeaux et les ouvrir avant que tout le monde ne soit là, enfin j'espère. Et donc ils vont apprendre à attendre, ce qui est terriblement frustrant parce qu'ils ont terriblement envie de savoir ce qu'il y a dans ces cadeaux. Donc il y a un réel plaisir à l'attente. Et ça s'apprend. Et enfin, dans un monde qui n'est pas toujours facile, la résistance à la frustration est une compétence indispensable. L'absence de tolérance à la frustration chez les enfants est quelque chose qui doit être combattu. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours facile de le combattre uniquement par l'autorité, ou alors il faut que cette autorité soit assise sur un socle robuste, de telle sorte que quand elle s'exprime, elle soit admise comme quelque chose de bon. S'il n'y a pas l'intimité nécessaire, si l'autorité est imposée de telle sorte que les enfants comprennent que c'est pour la tranquillité des parents et pas pour eux-mêmes, il va y avoir une résistance. Donc comment ça va être amené? Dans quel contexte? Rappelez-vous quand même d'une chose qui est importante, c'est que quand les enfants réagissent avec des symptômes criants, extrêmement bruyants, ces symptômes ne sont pas forcément liés au fait que l'enfant a un problème en soi, mais peuvent être le reflet de quelque chose qui se passe ailleurs dans le système familial et contre lequel ils vont faire réaction. Ce symptôme a une fonction. En tout cas, c'est ma conviction en tant que conseiller conjugal et familial. On voit de plus en plus de diagnostics émerger, par exemple les TSA, troubles du spectre de l'autisme, les TDN, troubles du neurodéveloppement, ou encore HPI, haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il faudrait avoir 1 heure pour en parler, mais c'est un sujet très large. D'abord parce que ces diagnostics ne sont pas comme un diagnostic type on a la grippe. Ce sont des diagnostics qui portent sur ce que l'on est. Ensuite, parce que leur multiplication fait qu'on va retrouver, par exemple, dans des salles de classe, 6, 7, 8 enfants avec des particularités dont il faut tenir compte. Donc ça rend les choses proprement impraticables pour les enseignants. Je vais essayer de rentrer un peu dans la complexité en vous disant que ces diagnostics, finalement, je vous propose une métaphore, ce sont comme les 3 brins qui forment une corde. Vous voyez, les cordes sont tissées avec 3 brins qui s'entremêlent et qui vont ensemble. Et dans ces diagnostics, il y a 3 dimensions bien distinctes. Une dimension éducative, qui revient un petit peu à la question de la crise de l'autorité et Caroline Goldman de tout à l'heure. Une dimension identitaire, souvent sous-estimée, et une dimension pathologique ou neuroatypique. Sur la partie éducative, on l'a vu tout à l'heure, le débat s'est largement cristallisé entre éducation bienveillante et retour de l'autorité. Et alors, finalement, la volonté des parents est toujours la même, faire le bonheur de leurs enfants. Dans les 2 cas, c'est ce que l'on cherche, par des moyens diamétralement opposés, mais c'est un petit peu ce que l'on cherche. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on veut être des parents parfaits, donc on veut que nos enfants s'épanouissent parfaitement. Et donc, on va les investir beaucoup. Il y aura une pression à la performance qui sera proportionnelle à l'amour qu'on porte à leurs enfants, donc forcément très excessive. On reviendra à l'idée de parents suffisamment bons, mais l'idée c'est de ne pas s'épuiser à vouloir être des parents parfaits qui vont produire des enfants parfaits. On l'a déjà dit, mais c'est quelque chose que je crois profondément. Ça, c'est sur la partie éducative. Sur la partie identitaire, vous avez tous dans votre entourage des adolescents qui commencent leur phrase par «Moi, je suis quelqu'un qui». Si vous n'en avez pas, je peux vous en présenter quelques-uns. J'ai eu dans ma patientèle 2 enfants de 10 et 13 ans. Je leur ai demandé de se présenter l'un par l'autre et celui de 13 ans a présenté son petit frère en disant «Avant toute chose, il est HPI», avant de me dire son prénom. Et inversement, quand lui a présenté sa sœur, c'est «Elle n'est pas HPI». Donc tout se passe comme s'ils avaient une espèce de t-shirt avec marqué HPI et pas Paul, Pierre, Jacques. Donc ça devient quelque chose de profondément identitaire. Finalement, le diagnostic n'est pas simplement, comme pour la grippe, l'identification d'un mal dont il convient de se soigner, parce que fondamentalement, ces diagnostics ne correspondent pas forcément à un mal, mais à une différence réelle ou supposée par rapport aux autres. Mais ça devient quelque chose qui va configurer l'ensemble des comportements, non seulement de soi-même, mais des autres par rapport à soi. Vous avez peut-être aussi dans votre entourage telle ou telle personne dont l'enfant est TDAH et on vous donne la règle du jeu et comment il fonctionne parce que le mode d'emploi pour lui n'est pas le même que pour les autres. Et donc on est face à une situation, surtout à l'adolescence, où on a une injonction contradictoire
entre être à la fois comme les autres et être différent. Les enfants veulent contradictoirement les deux choses à la fois, simul et singulis. C'est propre à l'adolescence, c'est propre au processus d'autonomisation, mais quand on force sur le côté singulis de l'équation, ça va créer un comportement et une façon d'être au monde qui va être fondamentalement différente. Enfin, la dimension dite pathologique, je dis dite pathologique parce qu'en fait, le spectre de l'autisme a tendance à s'élargir tellement qu'on finit par se demander si la norme ne va pas devenir l'exception. Et donc, l'idée, c'est de se dire que les symptômes peuvent être l'expression de questions identitaires ou éducatives, mais dans certains cas, ça relève d'un diagnostic. Diagnostic qui aujourd'hui implique un traitement, alors qu'autrefois, on parlait de mauvais caractère. Il n'y avait pas forcément de traitement associé. Aujourd'hui, on estime que la prévalence, par exemple, du TDAH est de l'ordre de 5% dans la population française, mais bon, c'est à peu près la même chose ailleurs. Un pédopsychiatre marseillais estime qu'environ 15% des adolescents ne vont pas très bien. Mais tout n'est pas forcément une question de dimension pathologique. Et la question que je pense qu'il faut traiter ici, c'est de faire la différence entre le caprice de l'enfant roi qui doit être traité par l'éducation et la détresse de l'enfant tyran qui nécessite un accompagnement thérapeutique. Traiter thérapeutiquement si c'est nécessaire, mais faire attention à ne pas donner un traitement à l'enfant alors que c'est le parent qui a du mal à supporter une suractivité ou un comportement difficile qui n'a rien de pathologique par ailleurs. On arrive à des excès absolument phénoménaux. Dans certains comtés des États-Unis, on a 50% des enfants qui sont considérés comme TDAH et traités par Ritaline. C'est juste pas possible. On n'en est pas là en France, mais il y a quand même confusément cette difficulté à faire la distinction entre le pathologique et l'identitaire ou l'éducatif. Et parfois, le pathologique a une fonction. Ça peut avoir pour fonction de rassurer des parents sur leur qualité d'éducateur quand ils n'arrivent pas à contrôler leur enfant. C'est pas ma faute, il est TDAH. Merci à vous Benoît Rangad de nous avoir rappelé que dans l'éducation il y avait une part de chance, de providence, il n'y a pas de recette mécanique pour réussir son éducation. Il faut notamment accepter d'être suffisamment bon, ce qui est déjà une gageure dans la vie de tous les jours. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu.